Alors, merci à tout le monde d'être là. Alors, qu'est-ce que je vais faire ce soir? Alors, je vais vous présenter en quelques mots ce qu'est la sociologie. Une fois que je vous aurai décrit la sociologie, je vais vous poser une question qui pourra animer votre esprit tout au long de la présentation. Je vais illustrer ce qu'est la sociologie à partir d'une enquête et à la fin, je vais revenir sur la question que j'aurais posée au début. Je vais vous demander de présenter vos réponses. Alors, qu'est-ce que la sociologie? Alors, on comprend mieux ce qu'est la sociologie quand on sait ce qu'était le discours sur la société avant la sociologie. Et avant la sociologie, le discours sur la société, c'était beaucoup euh, une opinion sur ce qu'est une organisation sociale. On n'employait même pas des mots comme organisation sociale, on disait juste socius pour société. Et ce discours était fortement attaché à la religion. Alors, qu'est-ce qu'était une société? Une société, c'était ce que la volonté de Dieu avait créé. Ou encore, dans les discours philosophiques, la société, c'était une espèce d'institution dans laquelle l'individu choisissait d'entrer. On choisissait de vivre en société. On établissait une espèce de contrat social. Et quand on voulait décrire cette société, ben on le faisait par analogie. Par exemple, dans l'image que vous voyez juste à côté du texte, vous voyez un humain avec une couronne, donc la tête qui est celle du roi, et vous voyez tout le corps dans lequel il y a plein de personnages. Mais les personnages sont la société. Donc, une société, c'est un corps animé par une tête avec une épée qui représente le pouvoir civil et une crosse dans la main gauche qui correspond au pouvoir ecclésiastique. Ce discours va changer au fur et à mesure que va évoluer la biologie, et la biologie va donner l'impression à certains penseurs qu'une société, c'est un organisme comme le corps, comme les corps sont des organismes. Et à partir de ce moment-là, quand on va comprendre que la société, c'est un organisme, on va découvrir qu'on peut comprendre la société autrement que dans une logique d'hypothèse. On va comprendre la société en faisant des vérifications, en posant des hypothèses et en vérifiant si elles sont vraies. Par exemple, on va se demander, est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de suicides en été qu'en hiver? On va tout simplement le vérifier. Alors, la sociologie devient ainsi l'analyse d'une société à partir d'une méthodologie scientifique habituelle. Il va y avoir deux grands types de sociologie. Il va y avoir une sociologie qui va aborder les phénomènes comme des organismes. Et là, on va étudier les liens entre les parties. Par exemple, on va examiner quels sont les liens entre la structure familiale et l'organisation du travail dans une société, ou encore entre l'école et l'organisation du travail. Puis, il va y avoir l'étude des comportements. Et l'étude des comportements, elle, va se faire de deux manières. Une première manière va renvoyer à une logique en extériorité, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose à l'extérieur des individus qui influence leur comportement. Puis, on va avoir une approche en intériorité, une intériorité qui fait en sorte qu'on considère que ce sont les individus, par leur propre réflexion, par leurs propres décisions, qui choisissent d'agir de telle ou telle manière. Donc, une sociologie sur les organismes, donc qui étudie des systèmes, des organismes, une sociologie qui étudie des comportements et qui les étudie de deux manières, ou bien comme déterminés par quelque chose extérieur, ou bien déterminés par les individus eux-mêmes. Alors, je vais expliquer tout ça à partir d'une enquête, une enquête qu'on a fait il n'y a pas longtemps sur le tatouage. Imaginons
avant que j'aille plus loin, imaginons qu'on veut comprendre les comportements comme étant déterminés en extériorité. À ce moment-là, on comprend que quelque chose à l'extérieur des individus fait qu'ils agissent de telle manière. Et on comprend, par exemple, que les célibataires se suicident davantage que les mariés. On comprend encore que le statut socio-économique a une influence sur l'état de santé des personnes, que l'âge a une influence sur le suicide, que l'âge a une influence sur le taux de criminalité, que la religion a une influence sur l'opinion. Donc, il y a une détermination en extériorité. La religion détermine l'opinion, l'âge détermine l'inclination à la criminalité, l'âge détermine l'inclination au suicide, le statut socio-économique détermine l'inclination à poser des gestes en faveur de sa santé, ou le statut matrimonial, facteur extérieur, a une influence sur le suicide. Alors, je vais présenter les résultats d'une enquête sur le tatouage, sur la représentation du tatouage. Je vous pose la question, est-ce que le tatouage est une détermination en extériorité ou relève d'une détermination en intériorité? Est-ce que le tatouage, est-ce que les personnes qui se tatouent subissent une influence extérieure ou est-ce que les personnes qui se tatouent choisissent elles-mêmes de se tatouer? En gros, c'est la question que je vous demande d'avoir à l'esprit tout au long de la présentation qui vient. À la fin de ma présentation, je vais revenir sur cette question-là et je vais vous demander de répondre en fonction du tatouage. Le tatouage s'inscrit dans une logique de modification corporelle. Depuis toujours, les humains ont modifié leur corps. C'est ce qu'on voit, par exemple, dans les phénomènes de scarification au Bénin. C'est ce qu'on voit encore chez les femmes girafes pour lesquelles on allonge le cou. C'est encore ce qu'on peut voir chez les Maoris à partir de leur tatouage. Pourquoi les femmes au Bénin, pourquoi les femmes et les hommes au Bénin se scarifient? Il y a plusieurs raisons, mais outre que celle qui consiste, par exemple, à enseigner la douleur, il y a celle de l'identification. Être porteur de balafre, être scarifié au visage, ça donne une identité à la personne et ça permet à la personne de s'inscrire dans une communauté et donc de s'identifier aux personnes de sa communauté. Pourquoi les femmes Padoum s'allongent le cou? On a invoqué des raisons anthropologiques du genre de celles sur lesquelles les hommes ne voulaient pas que leurs femmes soient prises par des envahisseurs. Et donc, en leur allongeant le cou, ça les rendait moins attractives. Mais en réalité, ce qu'on sait maintenant, c'est que cette spirale que les femmes portent autour du cou permettent à ces femmes de s'identifier. Et comme les tatouages au visage des Maoris leur permettent de s'identifier. Donc, depuis toujours, en fait, les humains vivant en société, depuis toujours, mais pas partout, depuis toujours, les humains vivant en société ont transformé leur corps. Si on se focalise sur l'Occident, on voit que dans l'Antiquité, le tatouage servait à faire état du courage, de la valeur de l'individu. On se rend compte qu'entre l'Antiquité et le XIIIe siècle, il y a très peu question de tatouage en Occident. C'est à peu près occulté, ça disparaît. À certains égards, même, ça devient très, très rare. Après à partir du moment des grandes expéditions, ben les expéditeurs vont revenir porteurs de tatouages, ce qui va leur donner un certain prestige, dans le sens où on verra en eux des personnages qui ont vu quelque chose de particulier. À partir des années 50, le tatouage en Occident appartient à des sous-cultures.
On le retrouve, par exemple, chez les marins, chez les soldats, chez les prostituées, chez les moteurs. Et depuis Internet, depuis Internet, le tatouage, c'est très étendu. C'est devenu très populaire. Tellement populaire que en 1982, donc un peu presque avant Internet, dans le sens où Internet devient populaire, il y a seulement 15 salons de tatouage à Paris. En 2017, on en compte 300. Voyons des chiffres autres. Par exemple, en France, 17% de la population est tatouée. Aux États-Unis, 31% de la population est tatouée. Au Canada, 23% de la population est tatouée. Si on se déplace dans le groupe des 18-35 ans, ça fait 34% en France, 49% aux États-Unis, 34% au Canada. Donc, on a vraiment affaire à un phénomène qui s'est nettement généralisé. Le tatouage touche les hommes et les femmes. Il touche à peu près tous les âges, mais plus les jeunes, mais il touche tous les âges quand même. Et il touche toutes les catégories socio-professionnelles. Les Canadiens aiment bien signaler le fait que leur premier ministre est lui-même tatoué. Le phénomène ne se limite pas au Canada, ni même à l'Amérique du Nord. Les statistiques que je vous ai montrées tout à l'heure sur la France en sont un bel exemple. Alors, on peut se demander pourquoi un phénomène autrefois tabou, dans les années 50, où le tatouage était réservé à des sous-cultures, celles des motards, des prostituées, des marins, par exemple, pourquoi le tatouage connaît maintenant une telle ampleur. 3 hypothèses. Les personnes qui se font tatouer le font pour elles-mêmes, de façon individuelle, mais en le faisant, elles ont aussi l'impression de poser un geste qui peut être reconnu des autres, qui peut être compris socialement. Deuxième hypothèse, le tatouage est devenu populaire partout en Europe, comme en Amérique du Nord. Ainsi, on ne devrait pas observer de différence de représentation entre la France et le Canada. Les êtres humains qui composent les sociétés sont tout à la fois uniques et semblables. Si les humains appartiennent tous à une même société, à une même communauté globale, alors leur discours devrait comporter des similitudes. En même temps, comme le fait de se faire tatouer représente quelque chose de distinct pour chacun, les discours des tatoués, des non-tatoués et des très tatoués devraient se distinguer. Alors, pour vérifier ces hypothèses-là, on s'est donné un échantillon de Français, un échantillon de Canadiens. Les Français proviennent du sud-ouest de la France. Ils constituent 55% de l'échantillon, 55,5%. Les Canadiens proviennent du nord-est de l'Ontario et ils constituent 44,5% de l'échantillon. Donc, on a une strate échantillonnale de Français, une strate échantillonnale de Canadiens. On a donc 2 nations. Ensuite, on a 3 groupes dont on peut les distinguer par leur rapport qu'ils entretiennent au tatouage. On a des non-tatoués, des personnes qui ne portent sur leur corps aucun tatouage, 40,8% de l'échantillon. On a des personnes qui sont peu tatouées. Les peu tatoués sont considérés comme tels quand moins de 20% de leur corps est tatoué. C'est 42,9% de l'échantillon. Puis on a des très tatoués. Les très tatoués sont tatoués sur au moins 20% de la surface de leur corps. Ils constituent 16,2% de l'échantillon. Il s'agit donc de découvrir pour nous comment des tatoués, des peu tatoués, des très tatoués, des peu tatoués et des non tatoués, puis des Français et des Canadiens, se représentent le tatouage. Pour faire ça, on a utilisé des entretiens. Dans ces entretiens, on a utilisé une méthode récursive. Qu'est-ce que la méthode récursive? La méthode récursive consiste à inviter les personnes à s'exprimer sur une thématique qu'on leur présente.
On leur dit qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand. Là, ils énumèrent des mots, on revient sur chacun des mots, et là, les personnes élaborent. Et puis, on a des questions semi-dirigées. Donc, au-delà de cette méthode récursive, on pose des questions au tatouage, aux individus qui répondent à nos questions. On leur demande, par exemple, s'ils pensent que le tatouage peut avoir une incidence sur la santé. Ensuite, on a des questions socio-démographiques. On leur demande leur âge, leur niveau d'instruction, leur emploi, leur sexe, et ainsi de suite. On a des enregistrements, on enregistre tout ce que ces personnes-là disent, et après, on transcrit. On transcrit, ça va nous donner un corpus de 464 000 mots, ce qui fait 767 pages à simple interligne, avec une police de 12. Et nous, on va soumettre tous ces textes-là à des logiciels, un logiciel de textométrie et un logiciel de lexicométrie. Le logiciel de textométrie, lui, fait des classes. Alors, il crée des classes par regroupement de mots qui sont extraits de phrases que le logiciel lui-même sépare par tronçon. Alors, je vous donne ici un exemple. Donc, ça, c'est l'exemple de la deuxième classe. Elle comprend 2114 unités, soit 44% de l'information analysée par ce logiciel-là. Et là, vous voyez apparaître des mots. Art, artiste, truc, et, coup, idée, douleur, joli, réfléchir, falloir, salon, travail, mot, et ainsi de suite. Et vous voyez, à côté, entre parenthèses, à côté de chacun des mots, c'est une valeur en qui carré. Alors, le qui carré, par exemple, de art est à 205. Donc, plus cette valeur-là est élevée, plus le mot qui y correspond est important dans la classe. Donc, ça veut dire dans cette classe-ci, par exemple, que les mots art, les mots artiste, truc, et, coup, idée, douleur, joli, réfléchir, ça veut dire que ces mots-là jouent un rôle important dans la classe. Donc, vous pouvez tout de suite conclure que pour les personnes qui émettent les phrases desquelles sont extraits ces mots, la notion, l'association entre le tatouage et l'art est importante. Voici ce que fait la textométrie. Nous, après, on reprend chacun de ces mots et on retourne au texte pour voir dans quel contexte ces mots apparaissent. La lexicométrie, elle, la lexicométrie prend l'ensemble des individus, les sépare en les catégories qu'on a souhaité présenter. Par exemple, ici, j'ai des très tatoués, des non tatoués et des peu tatoués. C'est ce que vous voyez dans le graphique qui est en bas à gauche. Et vous pouvez voir que les très tatoués sont loin des non tatoués, qui sont loin eux aussi des peu tatoués. Vous pouvez voir que les très tatoués et les non tatoués sont tous les deux au-dessus de l'abscisse, et vous pouvez voir que les très tatoués et les peu tatoués sont tous les deux à gauche de l'ordonnée, et donc qu'il y a tout seul dans un cadran les non tatoués avec un certain rapprochement des très tatoués par l'abscisse et avec un certain rapprochement, une certaine distance par rapport aux non tatoués par l'ordonnée. Qu'une fois qu'on s'est donné ça, qu'est-ce qu'on fait? On va chercher le vocabulaire le plus déterminant de chacun des groupes. Alors, dans le tableau qui est tout de suite à droite, vous voyez qu'on a non tatoués, là, on a une colonne des non tatoués, et vous voyez le chiffre 24,69. Plus ce chiffre est élevé, plus le mot ici c'est pensée, plus le mot est spécifique au groupe. Donc, les non tatoués utilisent beaucoup le mot pensée, le mot mode, le mot tatoué, le mot pouvoir, le mot tatouage, le mot effet, le mot appartenir, et ainsi de suite.
Nous, après, ce qu'on fait, c'est on réorganise toutes ces informations. La conclusion de tout ceci, c'est celle que je vous présente maintenant. Je décris les résultats. Alors, chez les non-tatoués, le tatouage, c'est quelque chose qui est en dehors de soi. On parle des tatoués et on s'en distingue. Pour eux, c'est une mode. On se fait tatouer pour appartenir à un groupe, pour se démarquer, pour être accepté, pour faire comme les autres. Le tatouage a une dimension esthétique et une signification individuelle. Il y a un paradoxe ici. Donc, les non-tatoués indiquent qu'on se tatoue pour faire comme les autres, en même temps qu'ils considèrent que le tatouage a une signification individuelle pour chacun des tatoués. Les peu tatoués. Pour les peu tatoués, parler de tatouage, c'est parler de soi. Quand ils parlent du tatouage, les non-tatoués parlent très peu d'eux-mêmes. Les peu tatoués, eux, parlent beaucoup d'eux-mêmes. Ils parlent de leurs sentiments. Ils revendiquent un choix. Je me suis fait tatouer parce que Ils utilisent je énormément. Pour eux, le tatouage raconte une expérience. Il affirme une personnalité. Il valorise la créativité. Le tatouage valorise chez eux la création artistique. Les très tatoués, eux, parlent du tatouage comme de quelque chose qui permet d'aller au-delà de soi-même, de dépasser ses limites humaines. Grâce au tatouage, on va plus loin que l'humanité qu'on porte strictement par notre corps. En se faisant une deuxième peau, on devient presque un autre humain. Le tatouage équivaut à la condition humaine, mais en la dépassant. Raconter un tatouage, c'est décrire des émotions, des sensations. C'est faire état d'une passion. C'est faire état d'une réflexion. C'est presque une entrée en religion. On se tatoue comme si on exprimait une philosophie. Comme si on racontait toute sa vie par l'ensemble des tatouages qu'on porte et qu'on se projetait par l'ensemble des tatouages qu'on n'a pas encore. Pour les trois groupes, parler de tatouage, c'est parler de santé psychologique et physique. Donc, les non-tatoués, les peu tatoués et les très tatoués ont toujours une réflexion sur la santé psychologique et physique. Ils parlent à peu près tous de l'art. Ils parlent à peu près tous de douleur, de la douleur qui est associée à l'acte de se faire tatouer. Ils parlent tous de symboles, ou presque. Ils parlent communément de la visibilité du tatouage. Autant pour dire qu'ils portent un tatouage pour le faire voir, que pour dire qu'ils portent un tatouage pour ne pas le faire voir. Ils parlent beaucoup de la fonction du tatouage. Je me suis fait tatouer parce que, je me suis fait tatouer à quelle fin. Ils ont très souvent une réflexion anthropologique. Le tatouage n'est pas contemporain, le tatouage est ancestral. Et ils ont presque tous une réflexion sur le lien entre le collectif et le personnel. Le tatouage, disent-ils, est personnel, mais il s'inscrit aussi dans le fait de vivre dans une société et dans l'appartenance à un collectif. Chez les Français et les Canadiens, beaucoup de similarités. On a beaucoup de similarités. On a les similarités que vous voyez ici, où il est difficile de parler de tatouage sans parler de douleur, sans parler de symbolique, sans parler de santé, sans parler de rapport à un collectif. Donc, il y a une grande similitude entre les Canadiens
et les Français. Il y a une différence relativement importante. Au Canada, on insiste beaucoup sur les motivations, sur les symboliques, sur les fonctions du tatouage. On se fait tatouer au Canada parce qu'un enfant est né, parce qu'un père est décédé, parce qu'on a fait un voyage, parce qu'on se marie, parce qu'on a quelque chose en commun avec quelqu'un et on va avoir le même tatouage que l'autre. Il semble plus normal au Canada qu'en France d'exposer le tatouage, de considérer que le tatouage est exposable naturellement. Alors qu'en France, s'il est question de l'exposition du tatouage ou de la présentation du tatouage ou de la visibilité du tatouage, il est beaucoup plus question de discrétion. Ça me regarde. Je ne le fais pas pour les autres, je ne le fais pas pour le présenter, je le fais pour moi-même. En France, on insiste beaucoup sur la dimension artistique. On porte un tatouage parce qu'il est beau, parce qu'il a une belle couleur, parce qu'il est bien dessiné, parce qu'il a été bien fait, parce qu'on sait que la personne qui l'a fait ou qui va le faire est carrément un artiste. On choisit beaucoup plus le tatoueur même que le tatouage en fonction de sa réputation d'artiste. On donne beaucoup de liberté au tatoueur parce que le tatoueur est un artiste, donc il est normal qu'il s'exprime sur notre corps. Le corps devient une espèce de toile qu'on propose à un artiste. C'est quelque chose qu'on portera pour soi en portant en soi le plaisir d'avoir été tatoué par tel artiste. Tatouage s'associe beaucoup plus chez les Français à créativité qu'à symbolique, ce qui ne veut pas dire que les deux sont exclusifs. Hypothèse 1. Alors, je vous rappelle l'hypothèse. Les personnes qui se font tatouer le font pour elles-mêmes, de façon individuelle. Mais en le faisant, elles ont aussi l'impression de poser un geste qui peut être reconnu des autres, qui peut être compris socialement. Alors, chez les non-tatoués, le tatouage est un effet de mode. Donc, on le fait pour être comme les autres. Surtout, chez les peu tatoués, le tatouage correspond à des préférences, à ce que l'on aime, à des expériences personnelles. Chez les très tatoués, le concept de mode est absent et le tatouage apparaît comme un phénomène humain qui suppose la communication, la collaboration entre les individus, la collaboration avec un artiste, avec un auteur de tatouage. Une communication dans le sens où le tatouage lui-même est message. Message pour soi et message pour le monde, expression d'un dépassement de limites. Chez les trois groupes, on admet qu'il est aujourd'hui, plus qu'autrefois, admissible socialement de se faire tatouer. L'hypothèse 2, donc l'hypothèse 1 était plutôt vraie, elle est plutôt vérifiée. L'hypothèse 2, le tatouage est devenu populaire partout en Europe comme en Amérique. Ainsi, on ne devrait pas observer de différence entre la France et le Canada. Par exemple, alors l'ensemble des analyses oblige à conclure à la grande similarité entre le discours des Français et celui des Canadiens. Mais en même temps, on a des petites variations, celle qui fait qu'en France, on insiste sur la dimension artistique et celle qui fait qu'au Canada, on insiste sur les motivations et sur la dimension symbolique du tatouage. L'hypothèse 3, donc l'hypothèse est surtout vérifiée. L'hypothèse 3, les êtres humains qui composent les sociétés sont tous à la fois uniques et semblables. Si les humains appartiennent tous à une même société, à une même communauté globale, alors leur discours devrait comporter des similitudes en même temps, comme le fait de se faire tatouer représente
quelque chose de distinct pour chacun, les discours des tatoués, des non-tatoués et des très tatoués devraient se distinguer. Alors, l'analyse des coefficients de spécificité a permis de voir que chez les non-tatoués, le tatouage est davantage quelque chose d'extérieur à soi. Chez les peu tatoués, la dimension individuelle personnelle occupe une place prioritaire. Chez les très tatoués, la notion de dépassement de soi, de ses limites, est fortement présente. Donc, dans cette dimension-là, il y a une différence entre les trois groupes. Au-delà de cette différence, le rapport à la santé, le rapport à la douleur, le rapport à la symbolique, le rapport à la visibilité, le rapport à la fonction du tatouage, le rapport à l'anthropologie du tatouage et la dialectique du collectif et du personnel montrent qu'il y a de grandes similitudes entre les trois groupes et entre les trois nations. Alors, je vous interroge maintenant, avant de conclure, je vous pose la question, et vous pouvez répondre. Enfin, je préférerais que vous répondiez. Le tatouage est-il l'expression d'une détermination en extériorité ou d'une détermination en intériorité? Micheline, tu peux gérer, Michel, tu peux gérer les réponses? Absolument. Est-ce qu'il y en a qui veulent répondre? Je veux m'assurer qu'ils puissent. Donc, Jacqueline Gauthier dit que c'est l'intériorité. Puis, je veux juste voir si je peux donner accès aux gens d'allumer leur micro. Alors, Claire Lucie, intériorité. Sophia Bagawi, les deux. Emmanuel Gingras dit les deux. Moi, je te dis les deux. Simon, j'ai un tatouage. C'est les deux pour moi. Leila Sadawi, les deux. Valérie Gauthier-Fortin, les deux. Marissa Kozlowski, les deux. Leila dit aussi les deux, c'est plus complexe. Oui. Ben, les personnes qui disent les deux ont raison. Vous ne pourriez pas avoir envie de vous faire tatouer s'il n'y avait pas de tatouage autour de vous. C'est pas possible. Carol Anderson aussi, les deux. C'est pas possible d'avoir envie de se faire tatouer s'il n'y a pas de tatouage autour de soi, si le tatouage ne représente pas quelque chose. Mais ce n'est pas parce que le tatouage représente socialement quelque chose que cette représentation sociale est réductible à ce que l'individu peut faire lui-même du tatouage. Donc, le tatouage, le phénomène du tatouage rend possible des expressions individualisables du tatouage et l'étendue des expressions individualisables du tatouage étant le phénomène lui-même du tatouage, ce qui fait que plus il y en a du tatouage, plus il est possible que des individus en veuillent, et plus il est possible que les individus en veuillent, plus le phénomène du tatouage prend des expressions individuelles. On peut donc conclure, le tatouage s'inscrit dans un mouvement de similitude et de différence. Pour qu'on puisse se différencier des autres, il faut être comme eux. Le tatouage permet aux personnes de se distinguer, c'est-à-dire le tatouage permet aux personnes de se distinguer des non-tatoués, tout en demeurant des personnes, des humains. Donc, les tatoués peuvent se distinguer des non-tatoués. Et d'ailleurs, les tatoués parlent souvent des non-tatoués, comme d'un groupe. Et les non-tatoués parlent souvent des tatoués comme d'un groupe. Le tatouage permet aux tatoués de se distinguer des autres tatoués par la spécificité de leur tatouage. On est ici dans un rapport dialectique, c'est l'activité individuelle du tatouage s'accroche à la possibilité sociale du tatouage qui, elle, l'expression individuelle, rend possible à nouveau le phénomène social du tatouage. Ainsi, socialité et individualité du tatouage se co-fabriquent mutuellement. Voilà, c'est terminé.
Simon, on en a qui ont fait d'autres commentaires depuis. Donc, je vais dire que le consensus, c'est que c'est les deux. Évidemment, on dit qu'au Salvador, ce sont surtout les criminels qui sont tatoués. Mais les deux nièces de Claire Lucie qui y vivent ont décidé de se faire tatouer quand même. Donc ça, il y a peut-être un parallèle à faire avec un livre que tu as écrit. Il y en a qui veulent savoir pourquoi vous vous intéressez au tatouage. Et puis, il y en a qui disent que c'est plus une question d'extériorité parce que nous avons vu qu'il s'agit souvent d'événements extérieurs qui motivent le choix de se faire tatouer. Puis on demande, je peux te les taper, les questions, Simon, si tu veux les prendre une à la fois. On demande, est-ce que les deux échantillons au Canada et en France étaient relativement uniformes, donc même répartition, là, hommes, femmes, âge et le reste? J'ai commencé par ça. C'est beau? C'est à peu près le même nombre de femmes dans les deux cas, plus de femmes que d'hommes. Faut savoir que si c'est vrai que le tatouage, si c'est vrai que le tatouage est un phénomène très étendu qui touche tous les groupes d'âge, les deux sexes et toutes les professions, c'est pas vrai que le tatouage est également distribué chez les hommes et les femmes. Il est plus populaire chez les femmes que chez les hommes. Il y a plus, en Occident, il y a plus de femmes tatouées que d'hommes tatoués. Oui, le tatouage a souvent eu pour fonction d'isoler des groupes, de marquer des groupes. Les criminels, c'est dans plusieurs peuples, c'est vrai, mais ça a été aussi souvent l'inverse. Très souvent, pas très souvent, mais parfois, on a choisi de ne pas tatouer des personnes pour assurer leur exclusion du groupe, parce que l'ensemble de la population, elle, était tatouée. Les nazis tatouaient aussi les Juifs pour bien montrer qu'ils n'appartenaient pas à la population pure des non-tatoués, des Aryens. Pourquoi le tatouage est intéressant? Ben, parce que si on veut savoir si je suis tatoué, la réponse c'est non, je ne porte pas de tatouage. Pourquoi je me suis intéressé au tatouage? Parce que c'est trop gros. Quand tu es rendu à 50% de la population et 50% des jeunes qui se font tatouer, ça veut dire qu'il y a un phénomène. Donc, il faut se demander que pensent les gens qui se font tatouer. Et donc, c'était dans l'optique de comprendre le phénomène. C'est la raison pour laquelle je me suis intéressé au tatouage, comme je me suis intéressé au meurtre, à plein de phénomènes. Tu veux que je regarde d'autres questions? Non, je peux te les poser si tu veux. On demande, un instant, est-ce que les tatoués en France s'approchaient des Canadiens en raison de la visibilité? Non, c'est-à-dire que dans les faits, ils exposent autant leurs tatouages que les Canadiens, mais ils sont plus pudiques dans la façon de le dire. Par exemple, ils vont dire je me suis fait tatouer parce que j'en avais envie, je ne me suis pas fait tatouer pour montrer mon tatouage. C'est très important pour eux, très souvent, les Français, de dire qu'ils se font tatouer, mais ce n'est pas pour montrer le tatouage. Alors qu'au Canada, il y en a quelques-uns qui tiennent ce discours-là, mais la plupart des tatoués au Canada reconnaissent qu'ils se font tatouer pour que ce soit visible, même si c'est visible dans la discrétion. Intéressant. Patrick Noël demande, est-ce que le genre est aussi fort que la nation pour rendre compte des différences dans le discours sur le tatouage? Non. Non, parce que l'inclination des l'inclination des femmes françaises à parler du tatouage dans une logique artistique est aussi commune que l'inclination des hommes français à parler du tatouage dans une logique artistique. Alors, et puis au Canada, l'inclination des hommes
et des femmes franco-ontariens, parce que c'était surtout des franco-ontariens qu'on avait, l'inclination des hommes et des femmes du Canada en Ontario français à parler du tatouage comme de quelque chose qui permet de se représenter un événement dans leur vie, de marquer un voyage ou la naissance d'un enfant ou la mort d'un parent ou la réussite d'un diplôme. Et c'est pareil. Les hommes et les femmes au Canada se font très souvent tatouer dans une logique de représentation d'un événement. C'est très rare qu'ils se font tatouer juste parce que c'est beau. OK. Dans la même ligne d'idée, on demande s'il y a une différence au niveau du niveau d'éducation ou de la classe sociale par rapport à qui aurait des tatouages. Oui, tout à fait, tout à fait. Plus on est instruit, moins on tend à être tatoué. Plus on est riche, moins on tend à être tatoué. Mais c'est une tendance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de riches qui se font tatouer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de personnes instruites qui se font tatouer. Mais la tendance est claire. Plus on est instruit, moins on tend à être tatoué. Plus on est vieux, moins on tend à être tatoué aussi. Mais ça risque de changer parce que les jeunes qui se font tatouer vont éventuellement s'instruire et vont éventuellement être vieux. Quel pourcentage? On verra probablement l'inverse. Ouais. Les plus jeunes, je commence déjà à le sentir, les plus jeunes vont tendre moins que leurs parents à se faire tatouer. Ben, parce qu'on ne veut jamais rien faire comme nos parents, c'est ça? C'était leur époque. J'imagine. Oui. Donc, quel pourcentage de gens qui ont des tatouages le regrettent? 11% au Canada déjà. 13% aux États-Unis et 12% en France. Et il y a chez les tatoués de plus de 30 ans, il y a déjà 3% des Français qui se sont fait enlever leur tatouage. 3% des Français tatoués qui se sont fait enlever leur tatouage. OK. La prochaine question, est-ce que la popularité des vedettes hollywoodiennes de se faire tatouer a amené un gain? Ah oui. Les tatouages sous les seins, là, c'est vraiment un événement. Les sportifs sont vraiment ont eu une influence extraordinaire sur le développement du tatouage, sur l'expansion sociale du tatouage. C'est très net. C'est très net. Et puis même il y a même des sites de personnes qui se transforment le corps, qui communiquent entre eux pour transformer ensemble leur corps, qui se font placer des cornes. Voilà. Sans Internet, le tatouage ne pourrait pas avoir eu l'étendue qu'il a eu maintenant. C'est pas possible. Bien sûr, bien sûr. Quels facteurs sociétaux ont mené à cette augmentation de tatouages en Occident? Moi, je dirais que le principal événement, c'est la démocratisation d'Internet, de l'accès à la communication. Parce que Internet, ça permet de voir des images et puis ça permet de fouiller dans les images. Ça permet grâce à Internet, tu peux t'intéresser au tatouage, tu peux aller le voir, tu peux grossir l'image, tu peux t'inscrire dans des groupes qui s'interrogent sur l'image. Je ne pourrais pas imaginer qu'Internet aurait eu l'expansion qu'il a eu, que le tatouage aurait eu l'expansion qu'il a eu s'il n'y avait pas eu Internet. Ça me semble inconcevable. Mais ce n'est pas vrai que pour le tatouage. C'est vrai pour l'expansion de l'instruction aussi. C'est vrai pour l'expansion aussi des canalisations d'informations. C'est vrai pour le Trumpisme. Le Trumpisme sans Internet, c'est inconcevable. Mm-hmm. On demande, c'est la question que j'avais aussi, est-ce qu'on connaît les facteurs associés avec le regret de tatouage? Donc, ceux qui choisissent de l'éliminer ou de ceux qui semblent le regretter. Je n'ai pas compris la question. C'est quoi? Quel serait le thème associé avec le regret du tatouage? Est-ce que c'est… leur vie a changé. C'est très clair. Leur vie, ça ne correspond plus à leur vécu. Ils ne se sentent plus en harmonie avec ce qui est là. Leur vie s'est transformée. Ils ne peuvent plus être associés. Imagine-toi que, je ne sais pas, tu t'es fait tatouer
le nom de ta copine, et puis ta copine, elle t'a triché, et puis elle t'a mis à la porte de la maison. Tu n'as plus trop envie de garder le nom de ta copine, là. C'est exactement ça à quoi je pensais. Je me disais, c'est des gens qui ont mis les noms de quelqu'un Oui, mais c'est qui pas veulent juste ça. l'effacer ou le Par exemple, symbolisme de cette personne. oui, mais à une époque donnée dans ta vie, tu aimais tel artiste, tu t'es fait étamper un poème que tu aimais, puis ce poème-là, il finit par être trop lourd pour toi, tu veux l'éliminer. Il y a plein de... C'est toujours que ça ne me correspond plus et ça devient envahissant. Mais c'est toujours les personnes qui se font détatouer sont toujours des personnes qui sont peu tatouées. Les très tatoués n'ont pas cette réflexion-là. OK. On demande aussi, est-ce qu'on voit une forme de discrimination au sujet de l'emploi pour ceux qui ont des tatouages assez visibles? Oui, oui. Mais plus le tatouage est discret, moins ça a d'influence. Plus le tatouage est cachable, moins ça a d'influence. Si vous êtes sûr que si vous avez un tatouage important au visage, que vous allez demander un emploi, vous avez des problèmes. Donc, plus le tatouage est visible, plus il est grand, plus il est probable qu'il soit discriminatoire, qu'il vous nuise. Exact. Pour obtenir un emploi, je veux dire. Mm-hmm. Quelle est l'ampleur des tatouages comme domaine ou sujet d'étude en sociologie et dans d'autres disciplines? Ben, le tatouage a été beaucoup étudié en anthropologie parce que les anthropologues l'ont côtoyé souvent. Donc, c'est très important en anthropologie. Maintenant, il existe c'est récent l'intérêt pour le tatouage parce qu'avant, le tatouage n'était pas un phénomène social commun. C'était un phénomène qui était réservé à des sous-cultures, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, au fur et à mesure que le tatouage prend de l'ampleur et que les transformations corporelles prennent de l'ampleur, les sociologues s'intéressent au tatouage. Et maintenant, on a même une revue qui s'appelle Paulogie, P-E-A-U-L-O-G-I-E, dont la mission est de comprendre le phénomène du tatouage. Donc, il y a de plus en plus de sociologues dont la recherche consiste à comprendre le phénomène de l'intervention sur sa propre peau que font les citoyens des sociétés occidentales. C'est super intéressant. Je ne sais pas si les participants sont aptes à activer leur micro s'ils le voulaient, là, parce que je tente de les rétablir. S'il y en avait qui avaient d'autres questions, pour l'instant, on a fait le tour de tout ce qui est dans la section réservée au clavardage, mais je me retrouve un petit peu dans le groupe de personnes. Il y a une main qui est levée, là. Il y a une main qui est levée. On va aller chercher la main levée, puis on va lui donner accès à allumer son micro. Donc, vas-y, Sonia, tu devrais maintenant pouvoir parler. Parfait, merci. Bonsoir, Simon. C'est encore un plaisir de suivre encore une fois un de tes cours, du moins le temps d'une soirée. J'aimerais savoir, dans les réponses que tu as eues, est-ce qu'il y a eu des gens, surtout du côté des jeunes, qui ont eu recours à un tatouage comme acte de rébellion? Oui, oui. Il y a un salon de tatouage à Toulouse qui s'appelle Sorry Mom. Donc, il y a plusieurs mères qui ne veulent pas que leur enfant se fasse tatouer. Et donc, des enfants pour faire état pour exprimer leur autonomie de personnes devenant adultes et autonomes, vont souvent se faire un petit tatouage quelque part, quelque chose qu'ils peuvent cacher et qu'à un moment donné, ils vont révéler. Oui, il y a plusieurs adolescents qui se font tatouer parce que leur mère ne veut pas. Quoi. Oui. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? André dit, elle était surprise d'apprendre que les femmes étaient plus tatouées que les hommes. Y a-t-il une raison pour l'expliquer? Ouais, c'est plus. Je ne l'ai jamais posé la question. Je dirais intuitivement que c'est plus l'ornement est plus commun chez la femme que chez l'homme. C'est plus usuel l'ornement chez la femme que chez l'homme. C'est comme ça que je me le suis
C'est comme ça que je me le suis expliqué. Mais je n'ai pas vérifié cette hypothèse. Ouais. On a une question de Serge, mais quelqu'un fait un commentaire à la suite de la réponse que tu as donnée qui dit « Puisqu'il s'agit parfois d'œuvres d'art corporelles, croyez-vous qu'il serait possible un jour d'assister à un don d'organes de peau tatouée provenant d'une personne décédée, que ça puisse être prélevé et conservé comme une œuvre d'art qui pourrait prendre de la valeur? » Mais ça existe déjà. Il y a déjà des personnes qui se sont fait enlever leur peau et qui l'ont fait tanner pour en faire des toiles. Ça existe déjà. Oh, wow. Et puis, mais le phénomène n'est pas nouveau. En Amérique du Sud, en Amazonie, très souvent, on a gardé le crâne tatoué des ancêtres pour pouvoir rester en lien avec son esprit. Et on le gardait dans les maisons. C'est habituel de garder des peaux tatouées. C'est pas commun, mais dans l'histoire connaît ce phénomène. OK. On a notre vice-recteur Serge Miville qui aimerait poser une question. Donc, vas-y. Oui, je me demande, d'ailleurs, d'abord, merci Simon, c'était fort intéressant. Est-ce qu'on est capable de créer des sous-catégories? Bon, on a les catégories nationales, bon, les Canadiens se font tatouer pour telle raison, les Français se font tatouer pour telle raison. Est-ce que, selon le statut socio-économique ou le statut de l'éducation ou national, on sait à peu près ce qu'on se fait tatouer? Est-ce qu'il y a un idéal type? Les très tatoués ont généralement ceci. Cela. Et les peu tatoués, généralement, vont vers tel tatouage plutôt qu'un autre. Est-ce qu'on est capable de déterminer cela? Les traits tatoués, les traits tatoués ont tellement de tatouages que c'est très difficile de pouvoir établir des liens entre eux. Donc, c'est peu commun. Les peu tatoués ont beaucoup de tatouages en commun. Des insectes, des poissons, des lunes, des scarabées, des soleils. C'est beaucoup il y a beaucoup de tatouages qui sont très, très communs, qui reviennent souvent. Bon, alors, est-ce que est-ce que le statut socio-économique est déterminant du tatouage? La réponse, c'est oui, dans le sens où les plus riches et les plus instruits, là, évidemment, j'élimine les vedettes rock, là, puis les champions de football, là, les plus riches et les plus instruits sont moins tatoués, mais leurs tatouages tendent à être, il tend à y avoir une plus grande recherche pour le personnaliser que chez les plus jeunes. Donc, plus tu es vieux, plus tu es instruit, plus tu es riche, plus avant de te tatouer, tu vas avoir fait une recherche pour avoir quelque chose qui va être moins comparable à ce qui a été fait ailleurs. Les tatouages sous les seins, là, c'est pas les femmes de 40 ans riches qui se les font faire, là. C'est des femmes au sortir de l'adolescence qui se font faire à peu près la même chose que leur vedette préférée. Merci, Simon. Est-ce qu'il y a d'autres questions en suspens après cette présentation à laquelle je me suis identifiée un petit peu? J'ai un tatouage. Donc, mes raisons sont à peu près les mêmes que ce que les gens évoquent, là, le côté émotif, côté d'originalité, à la suite d'un décès. Donc, voilà. On a quelqu'un qui dit, il paraît que c'est Sophia, il paraît que le fait de se faire tatouer a une composante psychologique et biologique pour les traits tatoués. Dopamine, sérotonine, etc. Ça peut expliquer le fait qu'ils sont très tatoués. Oui, donc, puis voilà. les tatoueurs comptent beaucoup là-dessus. Beaucoup de traits tatoués, donc les personnes qui ont 60-70% de leur corps tatoué, beaucoup d'entre eux sont déjà des tatoueurs.
Et puis, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'excitant dans le tatouage. Pour les tatoueurs disent beaucoup une fois que la personne en a un, elle reviendra pour en avoir un deuxième. Les tatoueurs ont beaucoup cette philosophie-là. Donc, c'est tout à fait vrai ce qui vient d'être dit. Et puis, il y a un plaisir dans la douleur qui n'est pas universel, dans le sens où ce n'est pas tout le monde qui l'éprouve, mais qui est très étendu sur la planète, qui fait en sorte que c'est vrai que des personnes peuvent avoir envie d'avoir cette douleur-là. Et ce qui donne encore aujourd'hui, parce qu'on sait que le tatouage correspond en partie à douleur, pour beaucoup de personnes, présenter ces tatouages, c'est faire état de sa force de caractère. C'est intéressant. Ça aussi, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, une fois que tu en as un, moi j'en voulais juste un, j'en aurais pas d'autres, juste un. Puis ils m'ont dit, non, une fois que tu en as un, tu vas en vouloir d'autres. Puis peut-être que j'en voudrais, mais là, je résiste à ça parce que je veux pas faire comme les tendances. Là. Mais en même temps, c'est ce qu'on m'avait dit. On a des gens qui ont dû quitter, donc ils ont trouvé ça super informatif. Merci. Il y a une question. Pour la question, oui, vas-y Isabelle, puis ensuite je pourrais lire celle de Sonia. Vas-y. Merci pour cette présentation, c'est vraiment intéressant. J'ai deux questions. La première, c'est par rapport s'il y a un lien ou des études qui proposent un lien entre les tatouages et les percements, comme les piercings de nombril, langue, etc. Et la deuxième, c'est par rapport aux thèmes et sujets qui apparaissent dans les tatouages, leur localisation, s'il y a des tendances qui ont changé au long des dernières années, ou si on trouve des liens à des événements politiques, et certains tatouages vont apparaître à certains moments et disparaître comme étant pas juste liés à la mode, mais liés à l'histoire et aux conditions sociales. OK. Donc, la première question, je l'ai bien comprise. La deuxième, je vais demander de la répéter tout à l'heure. Je vais répondre à la première. Il y a très peu de femmes qui se font tatouer qui n'ont pas les oreilles percées. Donc, il y a déjà un lien là. Mais ce lien, on ne peut pas l'étendre beaucoup. Parce qu'on ne peut pas dire, par exemple, que plus une personne, chez les non-tatoués, chez les peu tatoués, plus une personne a de tatouages, plus elle va tendre à ajouter des piercings. Ce n'est pas vrai. Par contre, chez les très tatoués, il y a souvent du piercing qui est associé au-delà du perçage d'oreille. Il y a souvent du piercing qui est associé au tatouage. Ça renvoie à la philosophie d'aller au-delà de sa condition humaine, de faire dépasser, de sortir de son être tel qu'il a été donné à la naissance. On fabrique son être en lui donnant de la couleur et en lui donnant et en le perçant. Il y a par contre un mouvement très clair sur Internet qui consiste à non seulement à percer le corps, mais à lui ajouter des prothèses. À ajouter des prothèses au corps auxquelles sont associés des tatouages. Ça, c'est assez extraordinaire. On va se remettre des cornes, par exemple, des cornes qu'on va elles-mêmes tatouer. Donc, les cornes sont sous-cutanées, la peau est couverte, et puis on tatoue là-dessus. Se faire étirer les oreilles et les faire tatouer. Transformer la mâchoire et la faire tatouer. Oui, il y a le tatouage chez une certaine population correspond très clairement à le tatouage chez une certaine population correspond très clairement à une transformation du corps et donc même à plus que du perçage, à de la modification corporelle. La deuxième question, c'était s'il y a eu des transformations il y a des modes sur les objets. On voit moins de lune. Les jeunes font moins de lune ou de croissant de lune. On voit moins d'insectes. On voit moins de fils barbelés. Les fils barbelés, c'est à peu près fini, là. Donc, oui, mais si un artiste a un tatouage interpellant qui a une certaine connotation,
il va attendre à s'étendre. Le fil barbelé de Madame l'actrice, là, je ne vais même pas donner son nom, les tatouages sous les seins, ces modes-là viennent puis disparaissent et réapparaissent avec un autre événement. Parce qu'on veut pas, on veut être comme un artiste, mais on ne veut pas être comme tout le monde. Oui, mais ma question c'était, est-ce que sont-elles en lien avec des événements de l'histoire du monde? Ou pas du tout? C'est le thème des tatouages. Ou c'est vraiment de l'ornement qui est complètement indépendant des conditions aujourd'hui? Du monde? Aujourd'hui ou il y a 10 ans, oui. Ou il y a 10 ans ou il y a 100 ans? Selon les données que vous avez. Est-ce qu'il y a un lien ou il n'y a pas de lien? Non, il y a des individus qui vont se faire des tatouages, par exemple, des volcans, des animaux en voie de disparition, des gladiateurs, des personnages de l'histoire, Einstein. Ça arrive. Donc, ça, c'est le lien avec l'histoire. Il y en a même qui vont se faire des batailles, qui vont se faire dessiner le schéma d'une bataille dans le dos. C'est beaucoup, ça. Ça fait... Donc, oui, ils sont impressionnés par telle bataille et ils vont se la faire dessiner dans le dos. Mais c'est plutôt rare. Il n'y a pas de mouvement comme ça. J'espère que j'ai répondu à la question. Oui, merci. Merci pour la question. On a M. Bruno Godette qui a des questions. Puis, semble-t-il qu'il y a des questions qui nous arrivent sur Facebook. Donc, le temps que tu réponds à la question de M. Godette, je vais aller lire ce qui se passe sur Facebook. Oui, allô, Simon? M'entends-tu? Oui. OK. Comment la sexualité d'une personne affecte le tatouage? Comment que les deux peuvent affecter? Comme gay ou straight ou quoi? Est-ce que ça affecte dans le tatouage, dans cette décision? Le genre. Le genre. Oui, ben les femmes vont pas tendre à avoir les mêmes tatouages que les garçons. Ça, c'est tout à fait vrai. Non, c'est l'orientation sexuelle. Puis pour l'orientation sexuelle, il y a des... On me l'a dit, c'est-à-dire dans les entretiens qu'on a eus, on l'a vu, il y a des tatouages qui permettent à des homosexuels masculins, qui permettent à des gays de se repérer. Mais donc ça m'a été dit, on l'a entendu dans les entretiens, de s'identifier socialement, mais je les connais pas, ces tatouages. OK, j'ai une deuxième question. Juste une chose, je voudrais rajouter quelque chose. Pour beaucoup de garçons, le tatouage féminin est érotique. OK. Et ils le disent. OK. Est-ce que le tatouage était permis, mettons, chez les gays à cause que c'était un sous-groupe dans les 1950, lorsqu'on parle des marins, des prostituées, des motards? C'est le contraire. Il ne se faisait pas tatouer pour ne pas se faire identifier. Être gay en 1950, c'était pas drôle. Hein? Alors, tu t'organisais pour ne pas être visible. Donc, ce que les anthropologues nous montrent, c'est que c'est même le contraire. Tu fais tout pour te cacher. Tu fais tout pour cacher ton homosexualité. OK, merci. Merci, Simon. Une question qui nous vient de Facebook, puis ensuite je reviendrai à la question de Sonia. Expliquez, s'il vous plaît, l'évolution entre le rituel ancien, les Samoyens, les matelots d'eau douce et aujourd'hui. Chez les... quand il y a un rituel social chez les Maoris, chez les Samoyens, chez les Bénins, quand il y a un rituel social, c'est pas toi qui décides de ton tatouage. On te le fait. C'est pas un choix. On te tatoue en
la communauté te donne une identité. Ça n'a rien à voir avec le tatouage contemporain. Le tatouage contemporain, c'est un tatouage qu'on se donne soi-même dans une philosophie du tatouage, dans un univers de tatoué, dans un univers où il est fort probable d'être tatoué. C'est quelque chose que tu fais pour toi-même. Donc là, l'ensemble des choses qui sont tatouées est très étendu à cause du phénomène de l'individualisation et à cause du phénomène de l'auto-donation du tatouage. Alors, chez les... ça peut avoir avec le statut dans la société. Chez les Maoris, ou dans... je me garde l'exemple des sous-groupes pour après. Chez les Maoris, par exemple, ou dans d'autres cultures, le tatouage qu'on te donne, c'est pour que tu portes visiblement ton statut dans la collectivité, que ce soit un statut qui te donne de l'honneur, du prestige, ou que ce soit un statut qui permet de marquer ton exclusion. Donc, ce n'est pas toi qui te le donne. Si maintenant on s'en vient en 1950, en 1950, chez les motards, chez les prostituées, chez les matelots, là, ce n'est pas quelque chose qu'on t'impose. Les matelots, les prostituées, les motards ont été les premiers à porter le tatouage en Occident en tant que quelque chose qu'on se fait pour marquer ses voyages chez le matelot, pour marquer sa puissance, sa force, sa résistance à la douleur chez le motard, ou pour marquer, pour assumer son exclusion chez les prostituées. Donc, c'est un peu semblable, mais c'est comme dans les années 50, les sous-cultures soulignent leur sous-culture par le tatouage. Dans la contemporanéité, en Occident, les tatoués ne le font pas pour marquer leur sous-culture, ils le font pour marquer leur personne. C'est comme ça que je répondrai à la question. Mais la plus grande distinction, c'est celle qui consiste à faire qu'il y a un tatouage qui t'est imposé, ou un marquage du corps qui t'est imposé, ou un marquage du corps que toi, tu choisis d'avoir. On a une question par rapport à aux raisons pour lesquelles les femmes pourraient être plus nombreuses dans les dernières années à vouloir se tatouer. On demande si c'est en lien avec le fait qu'elles veulent peut-être se réapproprier leur corps dans tous les domaines, donc également dans un domaine qui était originellement réservé à l'homme. Ah ouais, moi, je suis sûr de ça. Je suis sûr que l'égalité des sexes est fortement responsable du fait que les femmes se tatouent beaucoup aujourd'hui. Oui, je pense ça. Okay. Mais c'est vrai pour l'habillement aussi, c'est pas vrai simplement pour... Mais le tatouage participe de l'ensemble des phénomènes qui font que les femmes atteignent un statut d'égalité par rapport aux hommes, oui. OK. Donc, ça ne fait pas exception à la règle. Non. Une autre personne demande, sont qui les traits tatoués en général? Sont qui? Les traits tatoués, là, c'est qui? De manière générale, qui se tatoue beaucoup? Les tatoueurs. OK. Et puis, après les tatoueurs, des artistes et des sportifs qui vont aimer montrer leur torse. Et puis, après, donc ça, c'est les grands groupes. Après, il y a un groupe parallèle relativement important. Remarque, il y a pas énormément de personnes qui sont très tatouées, là, qui ont plus de 20% de leur corps de tatoué. Là. Après, il y a un groupe de personnes qui font beaucoup de choses, qui
qui trouvent plusieurs façons de vouloir aller au-delà de leur corps. Par exemple, toutes les personnes qui sont très tatouées parlent toutes des limites du corps. Or, ces personnes-là vont vouloir chercher des limites du corps, par exemple, dans la drogue, dans l'exposition au bruit, dans l'exposition à la musique. Alors, ils vont dire, moi, j'aime beaucoup telle musique, et ils vont s'associer dans un goût extrême pour une musique à un goût extrême pour le tatouage. On voit beaucoup de ça. Donc, ce sont des personnes qui sont en mesure d'avoir une vie marginale. Parce que tu ne peux pas être très tatoué, puis être serveur servir des hamburgers chez McDonald's. C'est pas possible. À partir du moment où tu te places des cornes, tu te fais le visage, tu te fais le cou, tu te fais les bras, tu te fais les cuisses, tu peux pas être partout dans les services. Il faut que tu aies la possibilité de porter ton tatouage tout en étant socialement. Donc, tu vis très souvent dans des groupes parallèles quand tu es très tatoué.